Merci à vous de nous suivre sur les antennes de Social Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine politique L'élu de la semaine, un hebdomadaire politique qui vous emmène dans les méandres des assemblées politiques délibérantes de notre pays. Ça se joue avec un parlementaire. Nous pouvons prendre un député national, un député provincial, un sénateur, un conseiller municipal, pourquoi pas un gouverneur, bref, un élu à tous les niveaux. Ils viennent toutes les semaines sur ce plateau pour vous rendre les comptes du mandat que vous leur avez donné. Pour ce numéro, nous allons au Sénat, à la Chambre haute du Parlement. Mais avant de présenter mon invité, j'ai une rubrique à vous proposer. Merci tout de suite de suivre les grandes lignes du Parlement. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette rubrique consacrée à l'actualité du Parlement. Commençons à la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat, Sama Lukonde, séjourne actuellement à Paris dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Il était pour lui question de faire le suivi de la matérialisation des sanctions contre le Rwanda avec son homologue français Gérard Larcher au Palais de Luxembourg à Paris ce mardi 25 mars 2025. Il a également fait son lobbying pour l'application de la résolution 2773 et des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. Sama Lukonde a échangé tour à tour avec la députée européenne Hilde Rothmans et le président du Sénat belge Vincent Blondel à Bruxelles ce jeudi 27 mars. Après 3 mois des vacances parlementaires, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa confirme sa rentrée parlementaire de la session d'avril ce lundi 31 mars 2025. Et enfin, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux adoptent le calendrier de la session ordinaire de mars 2025. Après l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025, l'Assemblée nationale n'a pas attendu longtemps pour tenir sa première plénière le vendredi 21 mars. Il s'agissait notamment de l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de mars ainsi que du vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et d'Ituri. C'était tout pour aujourd'hui dans la rubrique Les grandes lignes du Parlement. Ne quittez pas, merci de poursuivre votre magazine L'élu de la semaine. Voilà, nous avons donc l'honneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de recevoir sur ce plateau un sénateur. Il s'appelle Cédric Ngindou Bidoya, élu du Kasaï central dans la circonscription de Kananga pour le compte du parti politique Mouvement de libération du Congo, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est également vice-président de la commission environnement et développement durable. Avec lui, nous aborderons la thématique liée à la rentrée parlementaire du Sénat ainsi qu'aux défis auxquels les sénateurs devront faire face, surtout durant ce contexte crucial que traverse notre pays. Mes salutations honorables. Merci beaucoup. Bonjour madame. Merci de consacrer votre temps, votre précieux temps à cette tribune consacrée exclusivement à l'action des parlementaires. Alors, vous avez pu vous faire élire au suffrage indirect. Les suffrages indirects dans notre pays ont une autre connotation. Elle est dribblée des défis, des grands défis, politiques surtout. Comment avez-vous pu gérer cette pression? Vous avez pu vous faire élire sénateur. Vous êtes jeune, je rappelle. Je pense pas que ma jeunesse puisse faire entrave à la mission qui m'a été assignée par les grands électeurs de la province du Kasaï central. Pour rappel, effectivement, j'ai été élu le 29 avril 2024, sénateur de la circonscription du Kasaï central. Parce que c'est pas la circonscription de Kananga. Ok. Et nous ne sommes pas des élus des territoires, nous sommes plutôt des élus de province. Des provinces, parfait. Et nous avons un mandat national, mais nous représentons nos provinces sur base de l'article 104 de la Constitution. Et je peux vous partager mon expérience. L'élection au Sénat, pour ma part, c'est l'élection la plus difficile. Mais une flamme, vous avez réussi. Mais effectivement, puisque c'est une élection à laquelle les électeurs sont moins nombreux que les candidats. Quand vous êtes dans une présidentielle, vous avez plus ou moins un suffrage de 30 millions de votants, mais vous avez 50, 40, 30, 10 candidats en lice. Et par contre, lorsque vous êtes au niveau du Sénat, en ce qui concerne le Kasaï central, il y avait près de 80 candidats
pour 34 députés provinciaux qui devaient voter. Et parmi les députés provinciaux, il y avait d'autres candidats sénateurs. Alors c'est vrai que politiquement, il s'agissait d'un milieu que je maîtrisais pas beaucoup, puisque comme vous le savez, moi, ma politique a généralement été basée sur la circonscription d'Afuna, ici à Kinshasa. Justement, on va en parler plus tard. Par contre, j'ai eu un déclic qui a fait que je me suis rendu dans ma province d'origine et j'ai été surpris positivement de voir que la composition de l'Assemblée provinciale était quand même assez moderne, assez rajeunie, assez éclairée. Alors c'est comme ça que les gens n'ont pas voulu le fait que le MLC n'avait pas de députés provinciaux élus dans la province. Mais par contre, sachant que j'étais du mouvement de libération du Congo, ils ont bien voulu m'accorder leur confiance, quoique je m'étais présenté aussi en indépendant stratégiquement. Ça a permis à ce que tout le monde se sente à l'aise et j'ai été élu. Et je suis fier de l'être parce que je pense que je suis porteur justement des valeurs qui vont permettre à ce que au centre du Congo, rayonne un peu une lumière d'espoir, puisque comme je l'ai dit souvent, le Kasaï central a failli être la capitale de la République démocratique du Congo. Exact. Et c'est une province qui est pile au centre du pays, et c'est un carrefour de développement, puisque grâce au Kasaï central, vous pourriez ramener une production de l'Est vers l'Ouest, du Nord vers le Sud, du Kasaï central, vous pouvez aller à la Tchouapa, à Kisangani, au Maniema, et partout à la fois, parce que les routes nationales passent par le centre qui est le Kasaï central, et donc pour moi c'est un routeur, un carrefour de développement, et je me suis dit pourquoi ne pas contribuer à faire développer le pays à partir du centre, d'autant plus que j'en suis originaire. Parfait, on va y revenir. Je vois que vous maîtrisez déjà votre fief, tant mieux. Alors avec quelles ambitions siégez-vous au Sénat? Vous êtes jeune, je le rappelle une fois de plus. Vous êtes venu avec quelles ambitions? Des sénateurs, on en a toujours eu. Pour cette législature, qu'est-ce que les sénateurs Ngindo apportera de nouveau? Je pense que j'avais axé mes objectifs en 2 temps, à court et à long terme. Et je pense aussi que il faudrait s'adapter en fonction des réalités que vous rencontrez, les réalités sociales que vous rencontrez. Je vais dire que moi, je suis d'un parti politique qui est libéral, qui n'est pas socialiste, qui est libéral et républicain. Et de ce point de vue, nous comprenons la situation sociale du pays et nous contribuons en termes de solidarité. Et ma mission n'est pas justement d'accompagner la population face à cette misère en donnant ou tout ça. C'est de voir tant soit peu comment mettre en place des stratégies, des lois, une surveillance, un contrôle. En allant justement sur vos objectifs régaliens. Oui, mais exactement, parce que après, vous comprenez que vous avez un mandat national, mais vous êtes aussi représentant d'une province. En ce qui concerne la province, j'avais préalablement promis de mettre en place une bibliothèque. Puisqu'étant donné que la province, elle est essentiellement administrative, j'avais compris que la grande difficulté, l'handicap, c'était que de plus en plus, la population devenait inculte. Et il fallait l'enrichir sur le plan scientifique et aussi permettre à ce que la jeunesse surtout ait accès à l'instruction, à l'éducation et à l'expérience. Alors ça, ce sont mes motivations à moi que je voudrais partager justement avec cette jeunesse. Je me suis aussi lancé dans un projet agro-forestier parce que il y a aussi beaucoup de jeunes qui ressortent des conflits Kamwena-Sapu. Il y a eu beaucoup de désordres. Les gens sont allés dans les mouvements militaires. Et aujourd'hui, il faut les ramener vers le développement. Et le Kasaï central a une particularité, c'est que l'ananas est fertile pour tout le long de l'année. Ce qui fait que une production agroforestière, dans ce sens-là, pourrait permettre à ce que nous puissions industrialiser le domaine d'ananas avec des jus et aussi avec des produits de médecine. Et
En sus, nous pensons, en tout cas, améliorer les choses aussi au niveau central par une loi qui va permettre à ce que les nouveaux diplômés universitaires puissent avoir facilement accès au monde du travail. Nous avons travaillé pour le premier palier à faire le diagnostic de ce qui ne marche pas dans notre province. Ok. Nous avons compris qu'il y avait beaucoup de soucis sur le plan d'infrastructures, des infrastructures. Ça, on va y revenir, honorable. Ça, j'aimerais nous avons plusieurs missions. Non, on va y revenir. Plusieurs dossiers que nous sommes en train de suivre dans le cadre de notre travail parlementaire. Parfait. Mais avant justement d'entrer même dans le sujet, dans le vif du sujet qui concerne le Sénat, une dernière question concernant justement vos deux casquettes de parlementaire et d'homme politique. Vous avez quand même de l'expérience en politique, honorable, parce que d'après ce que vous avez dit, la mise en place de votre stratégie de persuasion pour persuader les conseillers, enfin, les députés provinciaux du Kananga n'était pas du tout évident. Mais dites-moi, comment votre jeunesse influence-t-elle votre approche de parlementaire et de politique? Je pense que le parlementaire est politique d'essence, parce que c'est une matérialisation d'une vision, mais dans les institutions. Okay. Et tout à l'heure, je vous disais que moi, j'ai comme slogan l'éducation, l'instruction et l'expérience. Je pense que c'est ce qui m'a caractérisé. J'ai tout fait pour avoir une forme d'intégrité personnelle de par mes parents et aussi de mon écosystème. J'ai développé ma vie avec beaucoup de moralité. Ce qui fait que je dis, cela m'a permis aussi d'accroître ce côté politique, d'anticiper, d'éviter les problèmes, d'avoir de la maturité, de la sagesse pour avancer sans des conflits et pouvoir trouver des solutions pour faire développer mon milieu. Deuxièmement, c'est mon instruction. Je pense que j'ai suffisamment étudié pour avoir Vous avez fait quelles études? Assez pleine. Bon, moi, j'ai fait le droit public. Ah, d'accord. À l'université, j'ai une licence en droit public et après, j'ai poursuivi avec une licence en droit des affaires à l'université de Liège. Ah. Et aujourd'hui, j'ai fait des formations, j'ai réalisé des études. Je suis dans une école doctorale maintenant. Et nous pensons qu'avec les articles, avec les protocoles que nous avons mis en place, nous serons bientôt appelés pour présenter notre thèse. Alors, je disais qu'il y a aussi l'expérience. C'est que quand vous arrivez au Sénat, vous ne venez pas pour découvrir la vie politique et les us et coutumes des administrations. Moi, à sortir de l'université, j'ai été recruté au ministère des Finances. C'est là que j'ai fait la majeure partie de ma carrière. Et de cela, surtout à la reddition de comptes, ça m'a permis de voyager, de sillonner le Congo et de comprendre l'esprit différemment du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Comment est-ce que les gens appréhendaient un peu certains aspects, parce que la politique dans la capitale et la politique en province ne se comprend pas de la même manière. Alors, ce sont toutes ces questions. Il y a une différence. Non, mais je pense que quand on est à proximité des institutions du gouvernement central, on n'est pas proche de beaucoup de réalités. Et aussi, lorsque l'on est loin de cette réalité, tout n'est pas centré sur la vie politique. Vous verrez à l'intérieur du pays, les gens vivent au-delà des débats politiques, au-delà de tout ce qui est de la fonction publique. Ils ont d'autres affaires. Il y a beaucoup d'activités là-bas. Donc, vous verrez que quand vous êtes à Kolwezi, par exemple, les jeunes, ils sont pas trop focus vers la politique, ils sont focus vers les minerais. Quand vous êtes dans certaines provinces agricoles, la majorité de la population veut faire des champs, veut faire des productions d'huile de palmiers, de café, de tout ça. Alors, donc, quand on est à Kinshasa, on sent vraiment la pesanteur du pouvoir politique, ce qui fait que les jeunes sont plus attirés vers les orientations de la fonction publique, d'être dans les bureaux. Et pourtant, on pourrait bien tous aussi créer de l'emploi et se développer dans d'autres secteurs. Donc, l'honorable, c'est qui doit une certaine expérience. Il a une expérience, a une éducation et a été suffisamment instruit. Parfait.
Voilà donc le 15 mars dernier, c'était la rentrée parlementaire. Vous avez certainement assisté. De manière globale, par quelle rubrique ou matière le Sénat sera-t-il penché durant cette session? Non, globalement, il s'agit d'une session assez spécifique, assez spéciale, Oui, puisque nous étions impatients justement de l'aborder, d'autant plus que pendant nos vacances parlementaires, il y a eu quelque chose de grave qui est arrivé au pays. exact. Il y a eu des territoires qui nous ont été, disons, arrachés, qui sont occupés jusque-là. Et nous étions tous prêts à déclarer la guerre. Nous avons été rappelés pour une session extraordinaire, mais vous allez comprendre que la session extraordinaire est aussi assez compliquée, puisque les sénateurs sont dispersés, les parlementaires sont dispersés, le temps de que les gens viennent, c'est aussi compliqué de mettre les matières et de les suivre. Donc, il fallait vraiment que nous puissions reprendre le chemin du Parlement avec une session ordinaire qui sera justement orientée exclusivement sur les enjeux de la guerre. Mais les enjeux de la guerre, comme le gouvernement le présente, c'est sur plusieurs axes. Exactement. Alors, c'est sur cet axe politique, axe diplomatique, financier, parce que surtout. après, je suis content de constater que la solde des militaires, justement, a doublé. Et il y a plusieurs aspects qu'il faudrait suivre. Et nous, en tant que parlementaires, nous n'avons qu'une seule mission, c'est d'aider le gouvernement à instaurer la paix et à faire en sorte que nous puissions récupérer nos territoires et que nous puissions recouvrer notre souveraineté totale. Parfait. Lors de la conférence des présidents tenue récemment au Sénat, où le projet de calendrier des travaux de la session ont été adoptés et les matières à traiter ont été réparties en commissions. Pour le compte de votre commission, en commission environnement, quelles sont les matières qui ont été retenues? Non. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de cette commission. Oui, je suis président de la commission environnement, développement durable, président ou vice-président? Ressources naturelles et tourisme, vice-président. Ah, d'accord. Et nos matières, je pense que le calendrier est ouvert parce qu'il s'agit de la deuxième session. Après la session de septembre, qui est une session budgétaire, oui. Et là, nous sommes dans une première session. Il faudrait voir comment est-ce que les honorables sénateurs allaient aligner leurs ambitions et leurs projets. Et jusque-là, c'est ouvert. Nous avons tenu une réunion de la commission hier. Il a été question d'analyser certaines correspondances qui nous ont été orientées. Il a aussi été question de voir le cadre environnemental et dans le cadre des ressources naturelles, quels sont les rendez-vous phares quels les sénateurs devraient participer pour apporter quand même une forme de lucidité et accompagner le gouvernement à atteindre les résultats de ces missions. Et nous avons aussi des contrôles que nous sommes en train d'assigner parce qu'en ce qui me concerne, j'ai fait une approche d'aller vers les représentations, les ambassadeurs, les partenaires, pour que nous puissions un peu voir clair sur les aides au développement. Ah, parfait, allons-y. Plusieurs, disons, nos partenaires sont très champions en nous présentant des chiffres, en disant, nous avons donné autant de millions au Congo, autant de millions au Congo, mais nous n'avons pas de mécanisme parlementaire pour suivre et voir comment est-ce que ces millions sont gérés, d'autant plus qu'eux-mêmes s'organisent de les envoyer dans leurs propres agences fiduciaires, ce qui fait que ça ne permet vraiment pas au gouvernement de disposer de ces fonds. Et plus tard, vous entendrez que l'État congolais ou le gouvernement ne sait pas, est en manque d'absorption des fonds. Nous avons vraiment fait en sorte que nous puissions mettre des mécanismes de contrôle de tous ces apports extérieurs pour que, justement, puisqu'il s'agit des fonds qu'on met à la disposition de la République démocratique du Congo, nous pensons que les populations de la République démocratique du Congo devraient bénéficier de ces fonds. D'autant plus que ces fonds, effectivement, viennent un peu comme des aides, mais c'est aussi une forme de compensation liée au service que l'État, disons le pays, sert au monde. Alors, c'est comme ça que nous sommes sur une démarche où nous sommes ouverts, le planning est ouvert, donc toutes les initiatives des sénateurs de la commission sont encore en train d'être alignées et au moment opportun, je pense qu'il y aura un calendrier assez exhaustif. Et parlez-nous brièvement de votre commission environnement. Quelles sont ses obligations, ses prérogatives? Non, mais les commissions, justement, c'est pour étudier
de manière experte, puisque d'abord pour cette commission-là, elle est assez technique. Okay. Et alors, c'est l'environnement, c'est le développement durable avec tous les objectifs de développement durable. C'est les ressources naturelles, notamment en place de l'agriculture, des mines, des hydrocarbures. Et il y a aussi le secteur de présenter tous les potentiels que nous avons, et c'est ce secteur du tourisme. Alors, il est question pour nous de voir tous les ministères qui sont dans notre fourchette d'action, si ces ministères travaillent réellement pour que ces secteurs, le secteur environnement, soient rayonnants, si ces ministères permettent à ce que nos valeurs ou nos ressources profitent à nos populations, nous profitent. Et c'est notre mission à nous de voir comment est-ce que les textes de loi sont présentés, est-ce que ces textes sont respectés, est-ce que ceux qui gèrent justement ces ressources les gèrent en bon père de famille, est-ce que tout ce qui est fait dans ce secteur est fait justement pour que l'État congolais et sa population gagnent. Alors, nous sommes assez outillés. Vous verrez dans notre commission des gens qui ont une forte expérience dans ces domaines-là. Moi-même, j'ai été pendant un moment dans le secteur environnemental. Ah, d'accord. Et donc, toutes les questions d'actualité dans le cadre du changement climatique, de la transition écologique, de la valorisation oui, vous avez été en mission de service récemment concernant l'environnement, quelque chose comme ça, nous avons lu ça. Non, mais il faut savoir que c'est un secteur où il y a beaucoup de déplacements, puisque nous parlons des espèces, nous parlons des forêts, nous parlons du climat, nous parlons de la biodiversité. La biodiversité, c'est la biodiversité aquatique, faunique, florique. Donc, il s'agit justement de pouvoir discuter sur toutes ces matières que Dieu a daigné donner à la terre, et nous sommes là justement outillés pour faire en sorte que les intérêts de la République démocratique du Congo soient préservés. Parfait, honorable. Vous avez pour votre compte initié une question écrite adressée au directeur général du BCECO concernant justement les infrastructures de la province du Kasaï central, votre fief que vous aimez tant, allant de 2020 à 2024. Merci de nous en dire un peu plus. Il s'agit d'une initiative parlementaire assez ordinaire, une initiative personnelle qui est issue de notre diagnostic au sujet de la province au centre, carrefour du développement. Je disais tout à l'heure que le Kasaï central a doté au chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, un suffrage assez extraordinaire, qui se rapprochait de près de 100%. Alors, il était quand même assez dur de faire comprendre à nos bases, directement ou indirectement, que pendant le premier quinquennat, le Kasaï central n'a pas vu ou a raté le train de développement. Pourquoi, à votre avis, quelles sont les causes? Alors, justement, de ces diagnostics, nous avons identifié la volonté du chef de l'État d'avoir orienté plusieurs projets d'infrastructure, notamment la voirie, les routes. Il y a une route mythique dite Kananga Kalababouji qui relie un peu pour aller déboucher vers l'Angola. Il y a les écoles, les hôpitaux et tous ces projets avaient été orientés au bureau de coordination, donc le BCECO. Et jusque-là, des enquêtes que nous avons menées, nous avons été surpris de voir que tous ces projets peinent de démarrer ou d'atteindre au moins 50% de leur exécution. Faute de financement? Alors, c'est ce que nous allons découvrir. C'est comme ça que nous avons, à notre niveau, mené nos enquêtes. Nous avons une idée de ce qui s'est passé. Mais comme il s'agit des projets qui ont été orientés vers le BCECO pour une bonne coordination, nous avons été quand même assez choqués de constater que cette coordination n'a pas pu atteindre les résultats escomptés. C'est comme ça que nous avons demandé au directeur général du BCECO de nous envoyer tous les projets, c'est-à-dire de lister tous les projets d'infrastructure qui ont été orientés au niveau du bureau, et aussi de nous donner, de nous permettre de mieux comprendre les procédures de passation de marché, d'avoir tous les contrats, de pouvoir apprécier toutes ces agences qui ont été recrutées localement, qui devraient exécuter ce marché,
de pouvoir comprendre le taux de décaissement, c'est-à-dire tous les financements qui ont été alloués. Et nous sommes dans un travail, le BCECO a répondu dans la quinzaine conformément au règlement intérieur et même à la Constitution. Et donc nous sommes en train de travailler minutieusement, nous analysons minutieusement les éléments de réponse qui nous ont été envoyés et d'ici peu nous allons donner les conclusions de ces travaux. Pour nous, il n'était pas question de faire, comme on dit, chasse à la sorcière. Pour nous, c'est de permettre à ce que si nous constatons un mal quelque part, de vraiment limiter les dégâts pour que ce second quinquennat permette vraiment au Kasaï central d'embarquer dans ce train de développement, de rayonner au centre, et cela va booster aussi. Toutes ces routes au milieu va permettre à ce qu'il y ait une communication entre nos provinces. J'ai toujours dit que la balkanisation, c'est pas un peu comme on a pris des territoires. C'est aussi un état d'esprit. Parce que les Congolais veulent aller de l'extérieur. Chaque province dit non, nous sommes enclavés parce que nous n'avons pas des routes vers l'extérieur. Et pourtant, il suffit de voir des routes à l'intérieur pour comprendre que ce que nous voulons chercher à l'extérieur, nous pouvons l'obtenir dans une autre province sœur. Et cette interaction va permettre de nous unir et de vraiment sceller l'union d'une nation. Au lieu de pouvoir dire que non, chacun voudrait avoir des routes pour aller. Et c'est comme ça que nous nous déchirons entre nous et nous baissons le sentiment communautaire de vivre ensemble. Là, vous avez parlé comme un parlementaire, justement. Vous avez utilisé votre casquette de parlementaire pour parler de... Non, mais c'est pour dire que ce que nous faisons, c'est pour que la population ne voit pas seulement le chef de l'État comme étant la cause de ce manque d'infrastructures dans la province, mais pourtant, les orientations avaient été données, les financements ont été accordés. Nous sommes donc face à une situation qui est quand même dramatique. Un manque de volonté politique honorable. Non, mais ça dépend, parce que manque de volonté politique, vous devrez spécifiquement tirer les conséquences, des responsabilités. Ok. Qui a eu la responsabilité de coordonner, de suivre, de permettre à ce qu'il y ait des bons résultats? C'est le BCECO. Le BCECO. Alors, c'est comme ça que nous attendons, justement, en scrutant tous les éléments qui nous ont été donnés et des enquêtes que nous sommes en train de mener sur terrain, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la paperasse, il y a aussi des aspects physiques. Lorsque il y a une commande d'une route, par exemple de 9 mètres, et que vous livrez une route de 5 mètres, il y a un souci là-dessus. C'est comme ça que nous, il n'est pas seulement essentiel de dire que tel projet a été exécuté, mais il faudrait aussi que ce projet reflète réellement les dispositions du marché qui avaient été fournies. Alors, c'est tout ce travail-là que nous sommes en train de faire. C'est un travail lié à la technicité, lié à la revue légale, disons, à tout ce qui est de la loi, du ressort de la loi, par exemple dans le cadre de passation de marché, et dans le cadre des finances publiques, justement, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas permis à la province, justement, de démarrer avec le développement. Et s'il s'avère que le BCECO n'était pour rien dans cette démarche, nous allons tirer les conséquences et orienter nos initiatives vers les responsables. Promesse de l'honorable. Non, mais puisqu'en ce moment, nous sommes en train d'y travailler, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons fournir les conclusions de nos travaux. Et à part les infrastructures, quel autre domaine devrait profiter le Kananga pour décoller? C'est une province, ça reste enclavée, quoi qu'il en soit. Les infrastructures, ça ne pourront pas seulement le faire développer, honorable. Non, mais c'est-à-dire que quand vous avez l'électricité, quand vous avez des routes, ça vous permet d'avoir une production. Vous avez parlé de l'agriculture. Une production, effectivement, c'est tout ça. C'est que quand vous mettez les bases de ces infrastructures, vous incitez justement à investir de... Qui viendrait investir à Kananga avec des routes délabrées, avec un niveau de vie assez bas, avec une situation de vie précaire, un pouvoir d'achat assez faible? Qui viendrait investir? Qui mettrait des industries là-bas sans électricité, sans eau, sans route? Et c'est ça le démarrage même du développement. C'est-à-dire que nous avons besoin justement de ces éléments sur la base des infrastructures qui nous ont été données par le chef de l'État, afin que maintenant nous puissions nous prendre en charge et voir qu'est-ce que nous pouvons développer dans la durée en termes d'industrie, en termes de production, et surtout que si nous sommes le réel carrefour de développement que nous devons être,
nous devons justement nous positionner de manière que ceux qui passeront par notre province trouvent une province qui sait bien faire la distribution, qui sait renvoyer la production de Goma au Congo central, qui sait prendre le poisson de la Chouapa pour l'envoyer à Lubumbashi, les bitoyeux de Lubumbashi pour l'envoyer à Kinshasa. C'est tout ça. Et sans infrastructure, aucune industrie, aucun développement ne pourrait fidèlement, ou disons dans la durée, s'installer au niveau du Kasaï central. Vous y avez été récemment lors des vacances parlementaires? Vous êtes rendu? Affirmatif. J'ai été, d'ailleurs, nous avons eu, dès l'entame des vacances parlementaires, nous avons eu l'honneur de la visite du chef de l'État. Ah oui, oui, oui. Et ensuite, nous sommes allés faire notre restitution auprès des grands électeurs. Ça s'est bien passé? Tout à fait, parce que ce sont les mêmes questions. Justement, c'est eux qui m'envoient pour dire, mais bon, nous, on nous a chanté les routes, on nous a chanté des écoles, on nous a chanté les hôpitaux. Nous ne voyons rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, justement, encore, c'est une motivation pour nous d'avoir une réponse à donner justement à la base. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un pays où tout le monde a un esprit paternaliste. Lorsqu'il y a des bévues, on voit le papa. Alors, on voit le papa ne cesse de dire que moi j'ai fait, je suis en train de faire, je me bats pour faire. Mais sur terrain, ce sont les mêmes frères de la province qui ne nous aident pas à avoir le développement. Ah bon? C'est comme ça que nous prenons les choses en main pour que, de manière, je vous assure qu'il s'agit vraiment d'une initiative assez personnelle. Personnelle, oui. Pour aider la province à décoller. Et comme je vous ai dit, la situation géographique stratégique de la province permettra que, une fois développé, du centre, ça va booster toute la République. Espérons. La province de Kananga va vous aider à sortir également votre côté d'entrepreneur, peut-être. Bon, mais tout le monde ne peut pas faire la politique, tout le monde aussi ne peut pas faire les affaires. Évidemment que oui. Dans le cadre de vos initiatives personnelles, félicitations. Eh ben, les consultations politiques ont débuté en vue de la formation du prochain gouvernement de l'Union dit nationale. Honorable, parlons justement de l'actuel gouvernement, d'autant plus que vous en avez reçu le mandat de le contrôler. Si le président en est arrivé là justement parce que celle-ci n'a pas été efficace, celle-ci n'a pas donné des résultats escomptés justement, je pense vous pas allez que l'évaluer? je pense pas que l'objectif du chef de l'État était lié aux résultats. Je pense qu'aujourd'hui, le chef fait face à une situation assez compliquée et il voudrait ratisser large, créer une synergie d'unité. C'est ça compliqué, je vous coupe s'il vous plaît. Et c'est ça compliqué vient du fait de la guerre parce que nos territoires ont été pris, ce n'était pas le cas et ne serait pas si compliqué apparemment. Non mais effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que nous faisons face à une guerre injuste et une guerre qui est aussi alimentée par les fils du pays. C'est-à-dire, il y a beaucoup de traîtrise, je peux le dire, il y a beaucoup de soucis dans ce qu'on appelle la nation. C'est-à-dire l'esprit de vouloir vivre ensemble, de comprendre que il s'agit d'un bien commun, la République démocratique du Congo, que nous devons sauvegarder. Et quand vous êtes chef dans ces conditions, vous avez des enfants qui sont dispersés et d'autres même qui sont remontés contre les intérêts de leur propre maison, de leur propre famille, de leur propre pays. Je pense qu'il s'agit là justement d'une situation très compliquée à laquelle le chef de l'État fait face et il a demandé à ce qu'il y ait l'unité, un éveil patriotique, que l'on soit de l'opposition, de la majorité, que nous même si nous ne partageons pas la même vision, que nous puissions nous mettre ensemble pour que justement des chocs des idées dans l'ensemble jaillissent la lumière. Alors, c'est un appel justement à faire en sorte que les filles et les fils du pays se rencontrent et mettent en place une forme de gouvernance de guerre, une forme de gouvernance d'éveil patriotique. Et je suis sûr que je connais le Congo, je connais les Congolais. L'impossible n'est pas congolais. J'espère bien que cette initiative pourra évoluer pour nous permettre de mettre en place un gouvernement qui pourra rassurer les Congolais dans leur diversité, qui pourra permettre à ce que nous sachions tous voir l'intérêt du pays. Et effectivement, le mouvement de libération a été consulté. Le président national, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, a lui aussi été consulté
nous pensons, nous, en tant que parti élitiste, que les apports que nous avons à donner au niveau de cette union va aussi significativement contribuer à permettre à ce que nous puissions asseoir une paix durable. Parce que aujourd'hui, nous irons en négociation, nous avons eu des négociations, mais aujourd'hui, s'il fallait négocier, nous devons négocier avec les fils de pays qui regardent dans une même direction. Et cette direction, c'est l'intérêt de notre pays. Vous accompagnez donc l'idée de faire appel à l'opposition de s'unir justement avec la majorité pour affronter l'ennemi. Mais cette opposition s'est dit ne pas être d'accord. Hein. Bon, je pense que il y a quelqu'un qui a obtenu quitus pour aller vers tous les courants politiques. Je pense que ceux qui sont chargés de le faire vont se dépasser pour arriver à faire comprendre à nos compatriotes qui ne partagent pas la même vision que l'Union sacrée, de voir l'intérêt du pays et non, vous savez, même l'Union sacrée est une diversité. Nous, le MLC, nous sommes de l'Union sacrée, mais nous ne sommes pas du même courant politique, idéologique que la majorité des partis qui sont l'Union sacrée. Mais c'était justement dans cette union que nous voyons le développement. Et aujourd'hui, si d'une autre union un peu plus large, nous voyons la paix durable, c'est le Congo qui gagne. Parfait. Et prochain gouvernement, le MLC, justement, vous avez été consulté. Et le parlementaire de Cédric Nguindou attend quoi exactement? À part la question de la guerre, évidemment. À part la question de la guerre. Que attendre de ce nouveau gouvernement? J'aime bien le dire, on en a tout le temps de gouvernement. Nous ne pouvons pas vivre sans le gouvernement. Le pays ne décolle pas. Non. Le pays connaît des situations de sa maturité. Vous savez, il y a des pays qui sont développés. Hein, laissez-moi faire une petite parenthèse. Il y a des pays qui sont développés au prix des sangs de nos aïeux. Quand vous fondez le lit de votre économie dans l'agriculture, dans le textile, dans le transport, avec une main-d'œuvre gratuite que vous fouettez, vous ne pouvez pas donner des leçons à des gens qui sont obligés de faire les études, vous inviter pour les aider à construire et vous appelez ça l'aide au développement. Il faut comprendre que les pays que vous connaissez, ce sont des pays qui ont 100 ans, 1000 ans d'existence et ils ont fondé le développement sur des bases que nous, disons, ils ont eu des méthodes que nous ne pouvons pas appliquer aujourd'hui. C'est de l'esclavage que la majorité des pays ont pu asseoir une forme d'économie et de se développer. Aujourd'hui, nous avons presque 70 ans. Nous sommes encore très jeunes et nous connaissons justement les difficultés de notre maturation. Quand vous allez dans d'autres républiques, vous allez comprendre qu'il y a eu des révolutions, pour qu'ils assoient une vraie démocratie, une vraie république, l'État a besoin de grandir, d'avoir ces difficultés à surmonter, d'avoir justement, comme tout être humain qui vieillit, il y a des soucis. Hier, c'était des boutons. Aujourd'hui, ça sera mal au ventre. Mais ça fait partie de la maturation du bébé pour devenir géant demain. Donc, la République démocratique du Congo connaît les problèmes de sa maturité, de sa maturation. Ce sont des problèmes auxquels nous devons faire face pour arriver justement à être le plus mature possible. Hier, les élections étaient une utopie dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une 4e législature. C'est-à-dire que nous sommes progressivement en train de nous développer. Cette maturation va mais c'est la comparaison qui n'est pas raison qui, aujourd'hui, nous pousse à dire que lorsque nous regardons chez le voisin, l'herbe est plus verte que chez nous. Ils ont leurs problèmes, nous avons nos problèmes. Nous devons nous réunir, nous mettre ensemble, mettre nos intelligences aujourd'hui pour regarder dans la bonne direction avec surtout les ondes positives, parce que nous n'allons rien construire si nous n'avons pas foi à nos institutions, si nous n'aimons pas le prochain Congolais, si nous ne respectons pas le Congo. C'est-à-dire que le développement, c'est pas seulement une question d'avoir un compte en banque fourni, c'est aussi question de se sentir bien chez soi. Et moi, je suis fier d'être Congolais, je suis fier d'être au Congo, et je veux justement transmettre ce sentiment à mes frères, à mes sœurs, en tout cas à mes compatriotes. Alors, donc, je ne peux pas vous laisser dire que nous sommes nulle part, nous venons de nulle part. Nous sommes en train de vivre justement les soucis liés à notre maturation et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Le compatriote, l'honorable Cédric Nguindou, merci beaucoup. Nous nous apprêtons à chuter.
Nous allons un tout petit peu ramasser la problématique liée à la guerre, à la sensibilisation de la guerre. Le président de la République lui-même a réuni récemment, il vous a réuni les Sénats avant la rentrée parlementaire, les députés et tout ça. Il a fait un appel à la sensibilisation. Le VPM Bemba, justement, le président de votre parti, a été félicité aux yeux de tous, hein. Mais il a été remarqué justement que certains hommes politiques n'ont pas sensibilisé durant la guerre. Apparemment, ils attendaient l'appel du président et puis justement, on l'a vu. Mais le Sénat n'a pas bougé en allant du bureau même au niveau des sénateurs ordinaires que vous êtes. Est-ce que vous avez initié des appels? Est-ce que vous avez fait des activités? Vous avez sensibilisé les jeunes à l'enrôlement à l'armée? Madame, votre question est compliquée. Le président lui-même a fait la remarque. Effectivement, je vais vous dire pourquoi. Parce que le président a fait la remarque au gouvernement, aux membres du présidium, aux personnalités politiques, individuellement. Oui. Et laissez-moi d'abord vous dire qu'il a présenté un regret. Un regret de voir qu'il y avait une forme d'hésitation dans sa lance parmi les caciques politiques, ou disons les personnalités politiques, pouvoir se déterminer et dire non à ce que nous vivons aujourd'hui. Et vous savez, il faut différencier, tout à l'heure vous l'avez dit, le parlementaire à l'homme politique. Il faut arriver à faire cet exercice. Que lorsque je suis sénateur, j'ai une mission. Ma mission ne va pas dans le sens de faire une sensibilisation, comme ma mission, c'est... Après, vous avez vous-même dit qu'un parlementaire, c'est forcément politique. Et puis contrôler. Mais après, justement, comme je dis, nous venons d'une base. Une base que nous devons orienter. Et dans le cas de Force Majeure, nous tous, pendant nos vacances parlementaires, nous nous sommes rendus et nous avions demandé à ce que nos populations puissent barrer la route à l'ennemi. Le président de notre parti a eu justement cette lucidité, de manière spontanée, vous savez, il a compris. Vous connaissez l'expérience. Ce qui se passe aujourd'hui, le MLC l'a connu avant. Alors, c'était normal pour lui de pouvoir éveiller la jeunesse, de pouvoir réveiller la nation, pour que le pacte républicain qui a été fondé lors de la Constitution en 2006, nous ne puissions pas retourner dans les réalités que nous avons aujourd'hui, qui étaient les réalités qui étaient proscrites lors justement de la promulgation de cette Constitution. Et même que s'il fallait l'améliorer, nous garderons toujours l'esprit de que plus jamais un Congolais se lèverait aujourd'hui pour tuer ses compatriotes au profit d'une forme de frustration quelconque. Alors, le président national du Mouvement de Libération du Congo a pris son courage des deux mains pour venir vers l'opinion, appeler la jeunesse à son relais, et il l'a fait des mains des maîtres, et il a été justement apprécié par le chef de l'État. Vous savez, aujourd'hui, quand on vous apprécie, revers de la médaille, vous faites aussi frais de beaucoup de coups. C'est peut-être par jalousie, c'est aussi par un esprit animé de mauvaise volonté. Vous savez, aujourd'hui, ça je m'adresse vraiment à la jeunesse, l'innovation et la spontanéité est combattue. Mais ce n'est pas facile. Avoir la spontanéité, c'est-à-dire avoir la lucidité d'agir directement et de bien le faire, n'est pas donné à tout le monde. Et dire les choses telles qu'elles sont. La vérité est la vérité. Et qui sommes-nous pour changer l'histoire? Lorsque nous parlons de l'histoire, qui sommes-nous pour changer la véracité ou la réalité de l'histoire? Vous allez parler en chinois, en mandarin, en espagnol, l'histoire restera la même. Comme d'attaquer publiquement, ouvertement, l'ancien régime, pour ne pas dire l'ancien président de la République, le MLC, vous êtes vraiment derrière cette... vous assumez? Je pense que le président national du MLC a été clair. Il a été clair dans le sens où il a assumé des fonctions qui l'ont mis dans une position d'avoir certaines informations que vous et moi n'en avons pas. Et de cette position, effectivement, il a présenté les faits. Et il a dit qu'il en avait les preuves. Alors, celui qui se sent
Morveux se mouche. Et pour... nous allons finir avec ça, justement, il ne reste plus que quelques minutes. Celui qui se sent nerveux, c'est mouche. Morveux se mouche. Morveux, plutôt. Et cet aspect, ça a fait polémique, cet étudiant qui pose des questions et tout. Pourquoi le VPM lui-même n'envoie pas ses enfants? Cette jeunesse-là, quel mot à dire à cette jeunesse? D'abord, comment appréhendez-vous parce que ça a fait le tour des réseaux sociaux, même on en a parlé à la télévision, semblerait que cet enfant ait été, je sais pas, j'étais en pâture, c'est vraiment, mais comment appréhendez-vous ce phénomène? Nous sommes justement dans une période où la propagande dans les réseaux sociaux est assez dangereuse. Je pense que du moment où il y a eu le premier meeting d'appel à l'adhésion de la jeunesse dans l'armée, vous avez vu que les jeunes ne se sont pas posé ces questions. C'est plutôt justement les esprits mal intentionnés qui ont plutôt suscité justement une forme d'esprit d'aigri. La nation nous appartient à tous. La nation n'appartient pas aux enfants des tels et des autres. La nation appartient à tout le monde. Et l'appel au patriotisme est un appel subjectif. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir congolais. Si vous pensez que vous êtes congolais, vous n'avez pas besoin de voir si votre voisin ou qui que ce soit est plus congolais que vous, ou vous devez attendre qu'un autre congolais fasse acte de patriotisme pour que vous puissiez suivre. Aujourd'hui, il faut susciter le patriotisme et le nationalisme à la jeunesse. La booster, la orienter en faveur de l'intérêt de notre pays. Nous n'avons qu'un seul. Et notre constitution ne donne qu'une seule nationalité. Alors, pourquoi est-ce que moi j'attendrai que vous, madame, vous puissiez faire quelque chose pour que je me sente plus congolais? Vous êtes congolais, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous l'êtes, c'est dans votre esprit. Si vous ressentez cet appel, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne chuchoter à l'oreille pour dire, mais demande-leur leurs enfants, ils font pas, ils restent. Non, non. Je pense que même les enfants des gouvernants ont aussi leurs propres ambitions. Évidemment. Tous ne font pas la politique. Évidemment. Et si l'un d'eux, aujourd'hui, optait pour l'armée, je pense que nous sommes dans un pays démocratique, nous avons le choix libre, et je ne pense pas que le président national refuserait. C'est une question d'animosité. Il ne faut pas aujourd'hui mettre le doute dans la jeunesse lorsque la maison brûle. Il faut plutôt essayer de susciter vraiment l'esprit de vivre ensemble, de préserver notre trésor, notre patrimoine commun. Et c'est malsain aujourd'hui d'avoir à relayer ces genres de discours parce que le Congo n'appartient pas à un seul Congolais. Ça nous appartient à tous. Et le patriotisme est le bien commun et l'esprit de vivre ensemble que nous devons susciter en chacun de nos compatriotes. Merci, merci beaucoup, honorable sénateur Ngindu. Nous nous apprêtons déjà à nous quitter. Un dernier mot pour votre fief, le Kananga. Profitez également, une fois de plus, de faire un appel à des sensibilisations qui rejoignent l'armée eux aussi. Non, il n'y a pas que l'armée qu'il faut rejoindre. Il faut rejoindre le groupe ou le courant des patriotes congolais. Merci. Aujourd'hui, il y a l'appel à l'unité des courants politiques pour faire face justement à la guerre et à tous ces problèmes que nous avons. Il s'agit d'un problème identitaire, d'appartenance. Nous n'avons qu'un seul pays. Alors, tout le monde ne va pas aller au front. En tout cas, pas au front militaire. Évidemment. Il y a d'autres fronts où, que ça soit dans les réseaux sociaux, que ça soit dans nos communautés, nous pouvons passer le message de l'unité et de préserver notre pays dans les 2 345 410 km². Et c'est la mission que nous avons en tant que Congolais. Nous sommes nés pour préserver le Congo, nous sommes nés pour développer le Congo. Alors je fais d'abord, disons, un vibrant hommage aux mamans que vous êtes, dans le mois de la femme qui va prendre fin. Merci beaucoup. Et j'espère que les dames ont su, pendant ce mois ici, capitaliser justement les discussions pour faire améliorer la cause de la femme. Et aussi, je salue tous les compatriotes congolais. C'est l'heure d'avoir l'esprit est positif. C'est l'heure de regarder le Congo avec un espoir.
il est jamais tard pour mieux faire. Tous les politiques aujourd'hui qui dans les salons, dans les plénières où il y a des discussions, nous devons mettre le Congo au centre de tout. Merci, madame. Merci beaucoup, honorable Cédric Guindou, élu sénateur dans la province du Kasaï central, à Kananga. Merci pour votre temps. Et nous espérons vous recevoir après, nous attendons les rapports de la BCECO. Nous allons l'attendre. Ça sera avec plaisir, madame. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre réelle attention. C'est avec ces mots qu'on se quitte et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine politique, l'élu de la semaine. Restez en paix. Merci beaucoup.